Pour répondre à la question, effectivement, moi et mes deux associés, on a travaillé pendant 3 ans avant de créer Adveris. Moi, donc en conseiller en stratégie chez McKinsey, mes deux associés étaient en banque d'affaires chez Rothschild et chez Lazard. Et clairement, on a fait le choix de commencer notre carrière en tant que salarié, d'abord pour apprendre des méthodes de travail, ensuite parce qu'on avait l'opportunité d'aller dans des boîtes qui étaient sympas, qui nous plaisaient bien, et puis aussi parce qu'il y avait quand même une petite appréhension à créer une entreprise sans avoir jamais rien fait avant. Et avec le recul, alors, on entend des gens, chacun a sa théorie sur on est un entrepreneur né, il faut créer pendant qu'on est étudiant. Il y en a d'autres qui vont dire qu'on peut créer qu'après avoir eu une longue carrière. Je pense que chacun a sa vérité. Moi, clairement, je n'avais pas forcément ça dans le sang a priori. Et l'idée, c'était vraiment de me former, d'apprendre à travailler, d'apprendre à m'organiser dans mon travail, d'apprendre à parler avec des clients aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis le jour où j'en ai eu un peu marre et où je me suis dit que j'avais envie d'autre chose, c'est là qu'on s'est lancé. Clairement, d'abord en termes de légitimité vis-à-vis des clients, ça a permis de parler avec beaucoup plus d'assurance vis-à-vis de mes clients. Ça a permis de les rassurer aussi, en tout cas un certain type de clientèle. Aujourd'hui, on travaille pas mal avec des sociétés qui sont dans le monde de la finance ou du conseil et qui s'aperçoivent qu'on les comprenne, qu'on connaît leur univers et c'est un atout indéniable. Pour vis-à-vis d'autres clients, ça peut être plutôt un handicap parce qu'on n'a pas un parcours dans la com avant de se lancer dans la com. Donc c'est assez atypique d'avoir un consultant en stratégie et deux experts en fusion-acquisition qui lancent une boîte de création de site internet à la base. Donc il a fallu expliquer la logique et notre logique, ça a toujours été de se dire qu'on attaquait un marché qui était un marché tenu par des créas, ce qu'on n'est pas à la base. Mais que ce qu'on apportait, c'était une manière de travailler, c'était une qualité dans la gestion des clients, c'était aussi une vision business des choses, parce que la com, c'est plus efficace quand c'est créa, mais il ne faut pas oublier aussi que ça a une finalité business pour les clients. Donc c'est très important pour eux qu'on puisse leur parler business, et de ce point de vue-là, les expériences qu'on a eues avant nous légitiment pas mal. Pas forcément, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je pense que c'est un énorme atout d'avoir travaillé dans une boîte, en particulier dans une boîte qui a une organisation assez stable, assez standardisée, parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et clairement, nous, on n'aurait pas forcément réussi si on s'était lancé de zéro, sans avoir d'expérience préalable. Je dirais la modération à mettre à ça, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose dont on n'a pas envie. Et donc si la seule envie qu'on a c'est de créer sa boîte, il faut le faire et puis on verra bien ce que ça donne. Surtout que quand on le fait à 25 ans ou à 22 ans, ça ne porte pas forcément à conséquence. On a le droit de se planter, personne ne nous en voudra et on pourra toujours refaire une carrière plus normale, plus typique dans une entreprise. Honnêtement, j'ai assez peu réfléchi à l'époque. Vous avez précisé tout à l'heure que j'ai créé la boîte avec 2 amis. Mes 2 amis me tannaient depuis 2 ans pour qu'on crée une boîte ensemble. J'avais un peu fait le tour du sujet en conseil. En fait, en conseil, vous avez des gens qui font toute leur carrière, qui ont une très très belle carrière. Et puis vous avez 80% des gens qui partent entre 3 et 6 ans après être entrés. Donc moi, je suis plutôt parmi les premiers à être parti. Et effectivement, au bout de 3, 4, 5 ans, il y a un choix à faire qui est de se dire est-ce que je me vois dans cette boîte dans 15 ans ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose. Et beaucoup de gens partent, alors la plupart partent dans des parcours à nouveau assez classiques, dans des directions marketing, direction de la strat, dans des grosses boîtes. Il y en a pas mal qui créent aussi leur entreprise. Honnêtement, je l'ai fait surtout par envie. Et comme je suis quand même assez raisonnable dans la prise de risque, je l'ai pris en faisant ce qu'on appelle un congé création d'entreprise qui m'a donné 1 an pour créer ma boîte et j'avais l'option gratuite de rentrer chez McKinsey après si je le souhaitais. Dans la pratique, ça aurait été assez compliqué de revenir après 1 an d'absence, mais je dirais qu'en créant la boîte, ça faisait une sécurité supplémentaire.
Question, on peut le faire, en tout cas. C'est pas forcément le pays où c'est le plus facile, sans doute, même si je ne suis pas expert de tout ce qui se fait par ailleurs. Dans mon domaine, qui est celui du numérique, il y a quand même pas mal d'aides, donc ça peut être une bonne idée de le faire en France. Vous avez des dispositifs comme le CIR ou le statut de jeune entreprise innovante qui procurent pas mal d'avantages fiscaux notamment. Il y a aussi un aspect pour ceux qui créent une entreprise comme moi après avoir travaillé, c'est qu'en tant que créateur d'entreprise, on peut bénéficier pendant quasiment 1 an et demi du chômage, ce qui peut quand même aider au lancement de l'entreprise. Nous, quand on a créé la boîte, on s'est dit on ne se paye pas pendant 1 an parce qu'on veut constituer la trésorerie de la boîte. Pendant ce temps-là, on a eu le chômage, ce qui permet de faire tourner la boîte, de faire les premiers recrutements. Donc nous, on y a vu des avantages. Après, on n'a pas comparé ce qui se fait un peu partout. Je suis certain qu'il y a de très bons dispositifs ailleurs. À nouveau, en termes de projets, on avait plutôt envie de créer quelque chose ici et de servir modestement à quelque chose. Alors je vais essayer de faire simple parce qu'on a plusieurs métiers effectivement et c'est pas toujours facile à résumer. Pour faire simple, on a 2 métiers. On a un métier d'agence de communication digitale. L'agence de communication digitale, ça veut dire basiquement qu'on accompagne des clients dans un projet de création de site internet et ensuite dans le développement au quotidien de leur site internet. Donc typiquement, comment on fait pour être bien référencé sur Google, comment on fait pour augmenter le taux de conversion sur un site e-commerce pour avoir plus de clients avec le même nombre de visiteurs, comment on fait pour développer une communauté Facebook, etc. Et sur cette activité-là, on travaille à peu près pour une 60aine de projets par an, une 60aine de clients. Et à côté de ça, on a une seconde activité qui est l'édition de sites internet qu'on a créé nous-mêmes pour nous-mêmes, qui sont sur des sujets de loisirs. Je vais en profiter pour faire un peu de pub, tant qu'à faire. Nos 2 principaux sites sont un site consacré au brunch qui s'appelle oubrancher.com, qui est un guide de restaurant qui fait à peu près 200 000 visiteurs par mois. Et le second s'appelle ousserelaxer.com, qui est consacré au bien-être, au massage. Et en fait, on a une douzaine de sites internet aujourd'hui qu'on gère. Et ça, c'est une activité où, pour expliquer un petit peu le business model, globalement, on se rémunère avec de la publicité. Alors, au départ, c'est un hasard. Au départ, c'est parce que quand on a créé l'agence, on s'est dit, bon, bah, on sort de nos boîtes précédentes, on ne connaît pas grand-chose au web, il va falloir qu'on fasse nos preuves. Et donc un jour on s'est dit, tiens, il n'y a rien sur le brunch, on peut créer un site internet sur le brunch, le sujet est assez sympa. Et puis on fera croire à nos premiers prospects que c'est pour un client qu'on l'a fait, et qu'on a fait un super site et qu'on est très bon et qu'il faut nous prendre. Donc c'était ça la raison première. C'était pas du tout dans le business plan que de développer nos propres sites. Et puis ensuite, au bout d'un moment, d'abord Oubrancher a commencé à assez bien marcher. À un moment, on s'est dit, tiens, les développeurs n'ont rien à faire pendant 2 semaines, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un autre site? On a fait Où se relaxer, et puis comme ça, des où, on en a développé 6 ou 7. Et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il y avait des restaurateurs qui voulaient acheter de la publicité. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire de ce point de vue-là. Et du coup, on l'a vraiment intégré dans la stratégie. Aujourd'hui, en termes de chiffres, ça représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Et pour le coup, c'est un vrai levier de croissance pour nous maintenant, parce qu'on s'aperçoit que les agences de communication, il y en a peu qui sont de grande taille. Nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes dans l'équipe, ce qui commence à être relativement gros dans ce monde-là. Et clairement, il n'y aura jamais 200 personnes chez Adveris pour la partie agence de communication. Parce que c'est compliqué de gérer plein de projets en parallèle et c'est compliqué de gérer les gens au quotidien sur l'activité d'agence. Donc du coup, les sites deviennent beaucoup plus un axe de croissance parce qu'il y a un vrai potentiel. On double le trafic qu'on fait sur nos sites chaque année et en termes de rentabilité,
Autant les premières années, c'était pas très rentable, autant une fois que les sites tournent bien, c'est un modèle relativement automatisé et du coup, ça peut tourner très facilement. C'est aussi un aspect effectivement de la stratégie d'avoir ces deux activités, c'est que le fait d'avoir nos propres sites nous permet de tester beaucoup de choses et nous permet de parler à nos clients en connaissant bien nos sujets. Pour illustrer ça, le sujet du référencement naturel, qui est un sujet ô combien important pour la plupart de nos clients, le meilleur exemple qu'on leur donne à chaque fois, c'est nos propres sites, ce qu'on a fait sur nos propres sites. Et le travail qu'on a fait sur nos propres sites, c'est vraiment un travail d'apprentissage. On peut aussi faire ça sur le business model. Quand on a des clients qui sont des créateurs d'entreprises, qui viennent nous voir avec une idée innovante, on peut réfléchir avec eux sur le business model. Et là, ça rejoint complètement le positionnement d'Adveris en tant qu'agence au départ, qui était de dire on n'est pas des créas, on est là pour parler business. Justement, nous, on peut vous parler business parce qu'on le fait à côté. On a les mêmes problématiques que vous. On a ouvert un site de e-commerce aussi pour s'essayer au e-commerce. Quand on va voir un prospect pour parler e-commerce, on peut lui dire vous avez des problématiques sur la gestion de la logistique, sur votre comptabilité, sur plein de choses comme ça. Ça tombe bien, nous on le fait, donc on peut vous en parler. Globalement, je pense qu'on fonctionne à peu près comme des sociétés classiques, entre guillemets. Ce qui est un peu différent, encore plus pour l'activité d'agence que pour la seconde, c'est qu'en termes d'équipe, on a des profils qui, à mes yeux, sont relativement atypiques. Je veux parler de graphistes, de développeurs, donc des profils d'informaticiens pour les développeurs, qui n'aiment pas rentrer dans un cadre trop formalisé. Typiquement, ça fait mal à l'un de mes deux associés, mais il vaut mieux être relativement laxiste sur les horaires et l'organisation du travail. C'est vraiment un métier de passionné et il a fallu qu'on s'adapte à ça. Nous, au départ, on est des personnes assez rationnelles, assez organisées. On pensait qu'une journée de travail, on avait des horaires, qu'on avait une to-do, une liste de choses à faire dans la journée et on avait du mal à partir avant de les avoir faites. Et on s'est aperçu qu'il fallait s'adapter pas mal aux personnes qui sont autour de nous. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu différent. Après, hormis ça, ça me paraît relativement classique. Hein. Peut-être qu'on est un peu en retard, mais on n'est pas totalement dématérialisé. Je ne fais pas encore mes rendez-vous avec mon iPad à chaque fois. Voilà. Alors, le premier point, c'est que c'est une ressource très rare, les développeurs. Mine de rien, l'industrie du web est encore relativement jeune, donc il n'y a pas énormément de formation et donc relativement peu de personnes disponibles sur le marché pour le recrutement. Et du coup, il faut y faire très attention parce qu'un développeur qui n'est pas content, il peut aller trouver un travail ailleurs très facilement. Donc de fait, on est obligé de les soigner, effectivement. Les graphistes, qui est l'autre population importante chez nous, c'est un petit peu différent. La structure du marché n'est pas du tout la même. Il y a plein de graphistes qui ont du mal à trouver un travail. Donc on pourrait dire qu'on peut être dur avec eux, exiger plein de choses, etc. Je ne sais pas trop ce qu'on fait, d'une part parce que c'est pas trop notre mentalité, et puis aussi parce que ça reste une population très dure à gérer. C'est difficile quand quelqu'un fait une maquette de site internet, crée un logo, fait une publicité ou je ne sais quoi, de lui dire c'est moche. Donc il faut les gérer. Alors la question est surtout sur la deuxième activité, donc sur l'édition de site, où effectivement on est un petit acteur. On doit faire aujourd'hui 500 ou 600 000 visiteurs par mois, ce qui est petit à l'échelle d'Internet. Et nos modèles sont notre principal modèle aujourd'hui, une boîte qui s'appelle Webedia, qui a fait parler d'elle un peu dans l'actualité il y a quelques mois parce qu'elle a été rachetée par un fonds d'investissement pour 60 ou 70 millions d'euros. C'est une start-up française qui a été créée il y a 5 ans, qui édite des sites comme Pure Media, Pure People et plein d'autres sites d'actualité, People essentiellement, un peu de sport aussi. On n'a pas le même développement, on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Des boîtes comme ça se développent essentiellement avec des fonds importants, avec des levées de fonds.
Nous, pour créer notre boîte, on a mis 3 000 € chacun et depuis, il n'y a jamais eu d'augmentation de capital. Donc on n'a pas investi énormément, hein, objectivement. Et le but n'est pas forcément de concurrencer ces acteurs-là de manière frontale, parce qu'il faudrait adopter la même stratégie qu'eux et que un de nos choix, c'est de garder les manettes, c'est de garder les commandes de ce qu'on fait. Et du coup, l'objectif est plutôt de proposer une alternative à ces sites-là. En gros, les principaux acteurs vont se concentrer sur les vrais marchés de masse. Nous, on a une stratégie qui est plutôt d'aller sur des sujets davantage de niche, où on peut quand même concurrencer au final de gros acteurs. Sur Bruncher, on est premier devant La Fourchette et Le Figaro, donc c'est pas les plus petits acteurs. Sur Ose Relaxé, on embête pas mal une filiale qui fait partie du même groupe que La Fourchette aussi. Donc on a une carte à jouer, et si on réussit à la jouer, c'est parce qu'on se spécialise sur des marchés qui sont pertinents et on est suffisamment ciblé pour être meilleur que les généralistes. Il y a un autre aspect aussi, notamment pour ceux ou celles qui voudraient créer une boîte, créer un site internet. La chance qu'on a eue nous, c'est qu'on n'a pas fait que créer des sites pour nous au départ. Si on avait fait ça, on n'aurait pas gagné d'argent pendant 2 ou 3 ans. Et probablement on aurait fermé la boîte. Ce qui nous a permis de réussir sans lever de fonds, c'est qu'on avait une deuxième activité à côté qui nous permet de gagner de l'argent, qui offre moins de perspectives à long terme et qui permet de gagner de l'argent au quotidien, et ça a permis de financer les autres activités. Donc à la limite, on a un peu fait notre levée de fonds en interne, en gros. Honnêtement, on n'a peut-être pas choisi le sujet le plus original du monde. L'idée, elle est venue très bêtement, tout simplement parce qu'un de mes associés s'est levé un dimanche matin, voulait aller bruncher avec sa copine et qu'il a regardé sur internet, qu'il n'avait aucun site qui parlait de ça. Donc il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Et puis ça nous amusait de le faire. Après, on a essayé de réfléchir un peu plus. On s'est dit, le brunch, c'est un micro-sujet où ça a l'air de plutôt bien prendre. Mais bon, c'est un repas dans la semaine, donc c'est quand même pas énorme. Et donc là, quand on a voulu lancer d'autres sites, pour le coup, on a réfléchi à des thématiques qui étaient cohérentes par rapport à ce qu'on avait commencé à faire. Donc on s'est lancé sur plusieurs sujets de loisirs, sur le massage, sur le sport, sur la culture, sur les balades. Et là, c'était un peu plus réfléchi, c'est-à-dire qu'on allait regarder les volumes de recherche sur Google, on allait regarder les sites concurrents, et puis on se lançait s'il y avait un potentiel de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, du coup, on est en train de réfléchir à plusieurs choses, à se dire, sur notre site principal, on reste sur une micro-niche qu'on connaît très bien aujourd'hui, la restauration, grâce à notre site. On a racheté aussi d'autres sites qui étaient consacrés au brunch. On a racheté 2 autres sites pour être tranquille sur notre petite niche. Et on a plein de clients au niveau de l'agence qui sont des restaurateurs. Donc on se dit c'est un monde où on a une vraie légitimité. Est-ce qu'on ne peut pas passer à la taille supérieure en rachetant des sites qui sont généralistes et en appliquant tout ce qu'on a fait sur nos premiers sites? Visiblement, il y a encore des idées qui marchent pas mal, hein. Quand on voit Facebook racheter WhatsApp 19 milliards de dollars alors qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, il y a encore des idées qui peuvent marcher. Nous, à notre modeste niveau, on a créé la boîte en 2009. On nous parlait de crise depuis mi-2008. Donc tout le monde nous a dit « mais vous êtes fous de démissionner maintenant, vous êtes au chaud, vous gagnez bien votre vie, restez là où vous êtes ». Et au final, ça s'est bien passé pour nous. Ça ne se passe pas forcément bien pour tout le monde. J'ai plutôt le sentiment que le secteur du numérique reste un secteur où il y a beaucoup de croissance. Après, il ne faut pas croire non plus que ça va forcément fonctionner. Il y a plein de gens qui veulent lancer un site en pensant qu'ils vont être milliardaires dans un an. Malheureusement, ça ne marche pas de manière automatique. C'est dommage. Donc il faut bien réfléchir à son projet. Après, si je devais recréer une boîte aujourd'hui,
J'irais plutôt dans le secteur du numérique. Je pense que c'est quand même là qu'il y a le plus de vivier de croissance encore. Ouais, c'est plus américain, clairement. Ils ont un avantage, hein, c'est que quand vous lancez un produit aux États-Unis, vous le lancez sur un marché de 300 millions de personnes. Si vous le lancez en France, vous avez un marché de 60 millions de personnes. Et si vous visez l'Europe, il faut traduire votre site en 15 langues pour que ça marche. Donc c'est un petit peu plus compliqué en termes de taille critique. Mais il y en a qui marchent pas mal. Alors il y en a moins, mais je parlais tout à l'heure de Webedia. Si je prends d'autres boîtes qui ont été créées à peu près en même temps que nous, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit qui ont plutôt bien marché. Il y a My Little Paris qui a bien marché, qui a été racheté par Au Féminin il y a quelques mois, qui faisait un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros et qui a été racheté 60 millions d'euros. Donc c'est de très belles valorisations qu'on n'aurait pas dans l'économie classique. Et d'autres exemples auxquels je peux penser, c'est Criteo, qui est une boîte qui va peut-être un peu moins parler, mais qui en gros est un expert sur la publicité sur Internet, sur un truc qui s'appelle le retargeting. En gros, c'est dire, vous êtes allé sur le site de Cdiscount, regardez telle imprimante Canon, pendant un mois, sur tous les sites où vous allez retrouver une pub pour la même imprimante Canon. Donc à la fin, vous allez finir par l'acheter, ne serait-ce que pour plus avoir la pub. Et ça, c'est une boîte qui marche très bien, qui a été introduite au Nasdaq en mi-2013, il me semble. Et c'est une boîte française qui cartonne. Alors, moi, il y a un sujet qui me stimule pas mal en ce moment et dans lequel j'aimerais bien me lancer si j'avais le courage d'arrêter ce que je fais aujourd'hui. Ce serait les objets connectés, qui est un énorme sujet. Il y avait hier la conférence d'Apple pour annoncer en gros la direction dans laquelle ils vont développer de nouveaux produits. Il y avait notamment les objets connectés, de dire, je ne sais pas, depuis mon smartphone, je vais pouvoir mettre mon four à préchauffer pendant que je suis en train de rentrer chez moi, ou je vais pouvoir allumer le chauffage, des choses comme ça. Donc notamment dans le monde de la domotique, de la maison. C'est un énorme vivier et il y a beaucoup de boîtes qui se créent dans ce domaine-là. Et pour l'instant, elles sont encore toutes jeunes. Donc pour ceux qui sont motivés et qui ont des compétences techniques un peu, à mon avis, il y a des choses intéressantes à faire dans ce domaine-là. Ouais, c'est le principal sujet sur lequel j'aurais tendance à me développer.